Un millionnaire dont la voiture était tombée en panne dans une région rurale isolée avait demandé asile chez un vieil homme du coin. Le lendemain, le vieil homme l'emmena dans le jardin arrière et vit quelque chose qui fit pâlir son visage. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Paris s'étendait sous lui tel un dédale complexe de verre et d'acier, la silhouette adoucie par la brume matinale qui ondulait le long de la Seine. Depuis son appartement de luxe perché au dernier étage d'un immeuble moderne, Mark Evans observait l'aube se fondre dans la ville, teignant le ciel de nuances d'ambre et d'ardoise. Dans les rues en contrebas, l'effervescence était déjà lancée, des taxis klaxonnaient avec impatience, des professionnels élégamment vêtus se précipitaient vers les tours de bureaux, et çà et là, un marchand ambulant installait son étal le long des trottoirs. C'était une ville qui ne s'arrêtait jamais. À l'intérieur de son appartement, l'air était frais et clinique. Le parfum du café fraîchement moulu se mêlait à l'arôme net de l'air du matin qui filtrait par la fenêtre légèrement entr'ouverte. Mark se tenait près du mur de verre du sol au plafond, une main posée délicatement sur le comptoir poli, l'autre serrant une tablette remplie de rapports. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme de précision et de contrôle, ses cheveux sombres soigneusement peignés, son costume taillé à la perfection. Rien n'était déplacé ni dans son apparence, ni dans sa vie du moins, c'était ce qu'il se répétait. Un carillon discret rompit le silence. « Monsieur Evans, votre itinéraire est prêt », annonça la voix de son assistant Nathan via l'interphone. « Envoyez-le sur mon téléphone », répondit Mark d'un ton mesuré. « Déjà fait, monsieur. La voiture vous attend en bas dans 15 minutes. » Mark acquiesça d'un hochement de tête bref. Même s'il n'y avait personne pour en témoigner, il posa la tablette de côté et se dirigea vers le bureau en acajou épuré qui dominait un coin de la pièce. Des piles de documents y étaient rangées avec soin, mais sa main glissa instinctivement vers le tiroir du haut. Après un court soupir, il l'ouvrit. Une seule photographie y reposait, ses bords usés par des années de manipulation, mais jamais exposés. Une femme aux yeux chauds et intelligents, arborant un sourire doux et complice, le regardait. Sa chevelure cascadait sur ses épaules, encadrant un visage qui avait jadis été tout son univers, Amelia. Mark expira brusquement et referma le tiroir avec plus de force que nécessaire. Cela n'avait plus d'importance, le passé restait le passé. Il attrapa son manteau et se dirigea vers l'ascenseur, ses pas résolus et calculés. Dans les locaux d'Evans Global, l'effervescence de l'efficacité battait son plein, presque en rythme, avec le claquement synchronisé des claviers et des conversations feutrées se tissant à travers l'immense espace de bureau aux façades vitrées. Les employés se redressaient à son passage, certains lui adressant des salutations murmurées, d'autres trop intimidés, est-ce pour croiser son regard. Il n'en fit qu'à. La réunion du matin battait déjà son plein. Dans la salle de conférence, une poignée de cadres se trouvaient autour d'une table en acajou poli, leur voix basse mais ferme, chacun défendant son point de vue. Des plans, des études de faisabilité et des rapports financiers étaient éparpillés sur la surface, truffés de chiffres et de projections. Avec l'expansion rapide de la banlieue, nous devrions envisager Fontainebleau, c'est assez proche de Paris tout en gardant un attrait exclusif. Non, non. Si nous voulons un investissement à long terme, Rambouillet dispose d'une meilleure infrastructure. Les incitations de l'État seules nous feraient économiser des millions. Et que dire de Lille? C'est un pôle industriel. Mark resta silencieux, écoutant, analysant, calculant. Ce n'était pas un homme qui parlait à moins que cela ne soit absolument nécessaire, sa seule présence suffisait à imposer le respect. Grand, impeccablement vêtu dans un costume gris anthracite, ses traits sculptés avec une intensité qui faisait réfléchir quiconque osait le défier, ses cheveux sombres soigneusement coiffés, sa mâchoire nette, mais c'étaient ses yeux qui attiraient l'attention, froid, perçant et impénétrable, un regard capable de mettre mal à l'aise même les plus téméraires. Finalement, il prit la parole d'une voix basse et délibérée, « Galina ». Un silence tomba dans la salle. Un jeune cadre, clairement novice, se tortilla sur sa chaise. « Galina, monsieur », balbutia-t-il, choisissant ses mots avec soin. « C'est un peu isolé. La population y est réduite, principalement agricole, et l'activité économique y est minime comparée à nos autres options. » Le regard de Mark le transperça, tranchant comme du verre. « Exactement. C'est intact, non compliqué. Nous n'avons pas besoin de rivaliser, nous créons. » Il se pencha en avant, tapotant d'un seul doigt la carte où la ville de Galina était discrètement indiquée à l'encre sobre. Nous bâtissons une destination, et non une simple expansion commerciale. Le paysage est préservé, l'air pur.
Nous y introduirons une modernité durable, un mélange du charme rural et de la viabilité économique. Donnez-lui 5 ans et nous ne ferons pas que investir dans Galina, nous la façonnerons. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Mark Evans ne faisait pas de suggestions, il prenait des décisions. La réunion se termina peu après. Tandis que ses cadres quittaient la salle en chuchotant, Mark resta seul dans le bureau. Il desserra légèrement sa cravate en se tournant vers son bureau. Le plan, qu'il avait lui-même choisi, avait été rapidement conçu et mis en action. Ses subordonnés avaient fait un excellent travail, mais Mark n'avait jamais le loisir d'être inactif. « Si vous voulez porter la couronne, vous devez en supporter le poids », répétait-il sans cesse comme un credo. Cela faisait 2 mois qu'Evans Global travaillait à Galina. Un matin tardif, un coup retentit à la porte du bureau de Mark. Nathan était venu, porteur d'une bonne nouvelle. « Tout est prêt pour Galina », dit Nathan. Mark s'assit et parcourut d'un œil vif les documents. L'acquisition des terrains est finalisée, les autorisations locales sont en ordre et la visite finale du site est programmée pour demain. Il parcourut les papiers avec un regard aiguisé et expérimenté. Rendement projeté, investissement à long terme mais croissance durable. L'expansion rurale est plus lente, mais cette région a du potentiel. Mark tapa du doigt le plan, déjà 10 pas en avance dans ses réflexions. « Je prends l'avion aujourd'hui. Je veux avoir un aperçu de première main avant d'aller de l'avant. » Un bref silence suivit, puis Nathan hocha la tête. « Entendu. » La réunion se poursuivit, échange de chiffres et de logistique avec une précision chirurgicale. Pourtant, à mesure que la discussion avançait, Mark se trouvait distraite non pas par le doute, mais par autre chose, un murmure d'une certitude inébranlable. Galina, le nom de la ville, éveillait en lui quelque chose de profondément enfoui, quelque chose qu'il avait longtemps tenté d'enterrer. Le trajet en dehors de la ville se déroula sans encombre. Au début, l'autoroute, un ruban d'argent serpentant à travers la grande banlieue parisienne, laissait place à un paysage qui se transformait peu à peu. La silhouette imposante de Paris cédait la place à des collines ondulantes, le béton cédant la place à d'immenses étendues de verdure ponctuées çà et là de fermes patinées par le temps. Mark gardait les yeux rivés sur la route, mais quelque chose en lui se délitait. C'était le silence même qui le troublait. Pendant des années, il avait vécu dans un monde de chaos organisé où chaque instant était compté, chaque décision minutieusement réglée. Ici, la terre était indomptée, l'air saturé de l'odeur de la terre et de l'immensité du ciel. Il n'y avait ni tour de verre, ni taxi klaxonnant, seulement le murmure constant du vent glissant sur des hectares sans fin. Pour la première fois depuis des années, Mark se sentit petit. Il serra le volant. Ce n'était qu'un déplacement professionnel, rien de plus. Pourtant, tandis que la ville disparaissait derrière lui et que la présence discrète de Galina s'étendait devant lui, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il l'attendait quelque chose là-bas, quelque chose auquel il n'était pas encore prêt à faire face. Le vent portait l'odeur d'une terre humide, dense et riche, alors que le soleil s'enfonçait derrière les collines ondulantes. L'air à Galina était différent, intact, plus calme, comme si la terre n'avait jamais été forcée de se soumettre, contrairement à la ville que Mark avait laissée derrière lui. Il se tint près du bord d'un champ, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le sol meuble, tandis qu'il écoutait les investisseurs discuter. La superficie est excellente, vierge pour un usage commercial si nous le planifions correctement. La transition vers une communauté mixte et durable pourrait être sans accroc. Mark hocha à peine la tête, son regard scrutant le paysage, cartographiant mentalement les possibilités. Ici, le terrain s'étendait à perte de vue, interrompu seulement par quelques bosquets et de fines routes de terre sillonnant le relief. Non, non, pas d'acier, pas de verre, pas de tours vertigineuses engloutissant le ciel. Juste un espace brut, attendant d'être remodelé. Les réseaux seront un défi. Intervint une voix. L'infrastructure est dépassée, il faudra tout reconstruire depuis le début. Alors, nous bâtissons, affirma simplement Mark, son ton ne laissant aucune place au doute. La réunion se poursuivit, chiffres et logistique s'enchaînant avec précision. Mais les pensées de Mark erraient ailleurs. Le silence de cet endroit le déstabilisait d'une manière difficile à nommer, ce genre de calme qui pesait, qui pressait contre ses côtes. Il passa une main sur la manche de son manteau alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. L'air avait viré, lourd de la promesse d'un orage. Lorsque Mark regagna sa voiture, la pluie s'était intensifiée, martelant le pare-brise par vagues incessantes. Il resserra sa prise sur le volant, les essuie-glaces peinant à contrer l'averse. Le ciel avait viré au gris ardoise, l'horizon autrefois visible étant désormais englouti sous des rideaux d'eau.
Son SUV de luxe se comportait parfaitement en ville, mais ici, où le bitume laissait place à de petits chemins de terre, la situation était tout autre. Les pneus glissaient sur le sol mouillé, le poids du véhicule s'enfonçant dans la boue, et les phares ne révélaient rien d'autre qu'une pluie sans fin et la discrète silhouette d'arbres longeant la route. Il tapa sur l'écran de son GPS, mais le signal vacilla puis disparut. Juste au moment où il prenait un virage prudent, la voiture s'avança brusquement avant de s'arrêter net dans un grincement soudain. Les voyants du tableau de bord clignotèrent avec irritation avant que le moteur ne s'éteigne complètement. Marc expira lentement. Son pouls resta régulier, mais une irritation aiguë le parcourut. Il tenta de redémarrer, 1, 2 fois, rien. Avec un soupir, il saisit son téléphone sans service, bien entendu. Pendant un long moment, il resta là, à écouter la pluie marteler le toit. Ce n'était pas dans ses habitudes d'être bloqué ainsi. Sa vie reposait sur l'efficacité et le contrôle, et des imprévus de ce genre ne lui arrivaient guère. À l'extérieur, la pluie transformait la route en un chemin glissant et impraticable. Il n'y avait aucun moyen d'obtenir de l'aide de sitôt. C'est alors qu'il aperçut une lumière au loin, une lueur unique à travers le rideau de pluie. Une maison. Marc n'était pas du genre à compter sur des inconnus, il avait bâti toute son existence sur l'autosuffisance, sur le fait de connaître la réponse avant même que la question ne soit posée, mais cette nuit, il n'avait pas d'autre choix. Attrapant son manteau, il sortit dans la tempête. La pluie semblait vivante, sauvage et implacable, imbibant ses vêtements en un instant. Ses chaussures s'enfonçaient dans la boue, l'eau glissait sous le col de son manteau, et le froid mordait sa peau, mais il continua, chaque pas le menant résolument vers la faible lueur qui se profilait à l'horizon. La maison était petite, ancienne mais bien entretenue, sa façade en bois assombrie par la pluie. La lumière provenait d'une unique fenêtre, vacillante comme si un feu de cheminée y brûlait. Marc hésita sur le perron, le dernier rempart contre la conversation qu'il aurait préféré éviter. Mais rester dehors, en pleine tempête, avec une voiture en panne et sans réseau, n'était pas envisageable. Il frappa fermement à la porte. Un instant plus tard, le bruit de pas se fit entendre, et la porte s'ouvrit juste assez pour dévoiler un vieil homme, marqué par le temps mais d'un maintien sûr, son regard vif même dans la pénombre. Derrière lui, une fillette d'environ 10 ans regardait timidement, ses boucles humides de l'humidité, ses grands yeux fixant Marc avec la curiosité silencieuse d'un enfant peu habitué aux étrangers. Le vieil homme observa longuement Marc, évaluant la présence de cet homme trempé, élégant malgré tout, sur son seuil en pleine tempête, puis il hocha la tête une fois. Entrez, avant de prendre froid. La chaleur du foyer l'enveloppa dès qu'il franchit le seuil. Marc se débarrassa de son manteau avec précaution pour éviter de mouiller le vieux parquet en bois. La maison était modeste, petite, robuste, et emplie de la chaleur discrète d'un lieu ayant connu des années de soins. « Asseyez-vous près du feu », dit le vieil homme en désignant un fauteuil usé mais confortable, près de la cheminée. Sa voix, calme, portait la gravité d'une autorité discrète, celle de quelqu'un qui avait vu suffisamment de la vie pour savoir à qui se fier et à qui se méfier. Marc acquiesça et s'installa dans le fauteuil, ses yeux parcourant la pièce. Les murs étaient garnis d'étagères chargées de livres dépareillés, de bibelots en bois et de petites plantes en pot. Une photographie encadrée sur la cheminée attira son attention. Le vieil homme, Henri, se tenait dans un champ de tournesol aux côtés de la petite fille qui avait guetté Marc depuis le seuil. Dans la photo, elle souriait largement, ses boucles formant une auréole sauvage autour de son visage. La fillette, Lily, se tenait non loin, adossée à l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés, l'observant avec une curiosité candide et pénétrante, comme si elle pouvait sonder les couches de l'extérieur soigneusement maîtrisées de Marc. « Tu es un espion ?» demanda-t-elle soudain en penchant la tête. Marc cligna des yeux, pris au dépourvu. « Un espion ?» Lily hocha solennellement la tête. « Tu es tout trempé et sérieux, comme au début d'une de ces histoires de détective que raconte grand-père. » Un léger rire s'échappa de Henri alors qu'il remuait quelque chose sur la cuisinière. « Il n'est pas espion, Lily, c'est juste un homme avec une voiture en panne et un peu de malchance. » Lily réfléchit un instant, puis haussa légèrement les épaules. « Il pourrait quand même être un espion, il n'a pas encore parlé beaucoup. » Marc se retint de sourire. La fillette était vive, trop vive pour son âge. « Pas un espion, dit-il en croisant son regard. Juste quelqu'un de passage, Marc avec un manteau vraiment sophistiqué. » Lily plissa le nez. « Tu devrais essayer de sourire parfois, ça pourrait te surprendre. » Avant que Marc ne puisse répliquer, Henri intervint d'un ton léger. « Lily, pourquoi ne pas apporter une serviette à notre invité ?
On dirait qu'il va se couvrir de glaçons. Lily tourna les talons et disparut dans le couloir. Marc la regarda s'éloigner, frappé par la facilité avec laquelle elle semblait accueillir des inconnus comme si l'arrivée d'étrangers sous la pluie n'était qu'un mardi ordinaire. « Elle est pleine de vie », murmura-t-il. Après un moment, Henri jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son expression s'adoucissant. « Ça me tient en haleine, celle-là. Avec Lily, il n'y a jamais un moment d'ennui. » Marc hocha distraitement la tête, le regard se posant à nouveau sur la photographie de la cheminée. Il y avait quelque chose dans cette image, quelque chose dans le sourire complice d'Henri et de Lily, comme si le monde extérieur n'avait d'importance que tant qu'ils étaient ensemble. Cela éveillait en lui une émotion lointaine, comme le spectre d'un souvenir enfoui depuis longtemps. Lily revint, une serviette à la main, et la lança sur les genoux de Marc. « Tiens, sèche-toi avant de te transformer en flaque. »« Merci, » dit-il en passant la serviette sur ses cheveux humides. « Tu viens de la ville ?» demanda-t-elle en s'installant sur un tabouret à proximité, balançant ses jambes. « Oui, surtout le centre-ville » répondit-il. Les yeux de Lily s'agrandirent légèrement. « Wow, c'est là que se trouvent tous les gratte-ciel, n'est-ce pas? Les vrais, ceux qui semblent toucher le ciel. » Marc, drapé dans sa serviette autour du cou, acquiesça. « Mon grand-père disait toujours que la ville est trop bruyante et bondée. » Lily, pensive, poursuivit. « Mais je trouve ça excitant. Tu vis dans l'un de ces hauts immeubles? » « Oui, » dit-il en fronçant légèrement les sourcils. « Tu n'as jamais peur qu'il s'écroule sous le vent? » Marc cligna des yeux, surpris par la question. « Ces bâtiments sont conçus pour résister aux intempéries, » expliqua-t-il. Lily hocha la tête comme si cette information était capitale pour elle. « Et toi, tu crois aux fantômes ?» demanda-t-elle soudain, changeant de sujet. « Non, » répliqua-t-il, avant qu'elle ne continue en fronçant le nez. « Je parie que tu crois aux impôts, quand même. » Il la regarda d'un air impassible. « Je les paie, » répondit-il sobrement. Lily soupira théâtralement. « Quel ennui !» Henri, riant doucement depuis la cuisine, secoua la tête. « Lily, ne le taquine pas. »« Je ne le taquine pas, » répliqua-t-elle en descendant du rebord de la fenêtre. « Je fais juste des investigations. » Marc retourna à ses pensées, un léger sourire en coin, alors qu'il se remettait à table. La soirée avançait, et bientôt l'odeur d'un plat chaud et savoureux envahit la pièce. Henri servit une soupe dans un bol qu'il plaça à côté de Marc sur une petite table. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça va te réchauffer, » dit-il. Marc hésita un instant avant de prendre la cuillère. La soupe était simple, des légumes, un bouillon, quelques morceaux de viande, mais la chaleur se répandait en lui à chaque bouchée. « Merci, » murmura-t-il. Henri hocha la tête et s'installa dans le fauteuil en face de lui. Pendant un long moment, ils restèrent dans un silence confortable, seulement troublés par le crépitement du feu et le doux martèlement de la pluie contre les fenêtres. Bientôt, Lily se remit à explorer les étagères, tirant d'un vieux livre usé quelques pages, les feuilletant avec une révérence décontractée, comme si elle l'avait lu 100 fois. Marc se laissa envelopper par la chaleur de la pièce. C'était une sensation étrange, cette intimité domestique, bien différente du monde stérile et calculé auquel il était habitué. La pluie continuait de tambouriner sur le toit, mais à l'intérieur, la maison semblait protégée du chaos extérieur. Le feu crépitait, diffusant une chaleur qui semblait dénouer en lui quelque chose qu'il ignorait être gelé. Finalement, Henri se leva en se frottant le dos avec un petit grognement. « Je vais préparer la chambre d'amis pour toi, » dit-il en jetant un regard à Marc. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est au sec, » répondit Marc, sa voix plus douce qu'auparavant. Henri disparut dans le couloir, et Lily se tourna vers Marc, son expression prenant une tournure plus sérieuse que toute la soirée. « Tu ne souris pas ?» demanda-t-elle brusquement. La question le prit au dépourvu. « Tu n'as pas souri une seule fois depuis ton arrivée » continua-t-elle, les bras croisés. « C'est étrange, tu as l'air de pouvoir afficher un beau sourire, mais tu ne le fais jamais. » Marc resta pensif, incertain s'il devait rire ou se sentir réprimandé. « Je suppose que je ne souris pas beaucoup » finit-il par avouer. Lily haussa les épaules, un sourire espiègle refaisant surface. « Tu devrais essayer, ça pourrait te surprendre. » Marc ne répondit rien, mais plus tard, allongé sur le lit étroit de la chambre d'amis, il repensa aux paroles de la fillette pour la première fois depuis des années. Il se demanda s'il se souvenait encore de l'odeur matinale de la terre humide et du bois frais, des traces de l'orage de la nuit précédente qui persistaient dans la fraîcheur du dehors, des champs sans fin baignés par la lumière dorée, des arbres murmurant sous une brise légère, le monde se réveillant à son propre rythme tranquille. Plus tard, sur le perron de la maison,
Marc se retrouva à observer Henri s'accroupir à côté de sa voiture. Le vieil homme essuya ses mains sur un chiffon avant de lever les yeux vers lui. « Eh bien, Henri, dit-il en poussant un soupir, tu n'iras nulle part pendant quelques jours. » Marc renifla par le nez, inclinant légèrement la tête. « C'est sérieux ? » ?»« Très sérieux. Le moteur est en piteux état et la boue ne t'aidera guère. Il faudra importer des pièces de la ville, mais les routes sont défoncées après l'orage, cela pourrait prendre un certain temps. » Marc combattit l'envie de regarder sa montre, sachant pertinemment que chaque minute comptait pour son entreprise, réglée avec une précision presque chirurgicale. Henri sembla déceler dans le regard de Marc une pointe d'impatience, et il ricana doucement en secouant la tête. « On dirait bien que tu n'es pas habitué à attendre, admit-il. »« Je n'ai pas vraiment l'occasion, » concéda Marc. « Eh bien, c'est une bonne occasion d'apprendre, » répliqua Henri en frappant dans ses mains. Avant même que Marc n'ait le temps de digérer ces mots, Lily apparut sur le perron, tenant une tranche de pain grillé et l'observant avec un sourire qui trahissait une maturité inattendue sur un visage d'enfant. « Tu as déjà fait du vrai travail ?» demanda-t-elle en penchant la tête. Marc la fixa d'un regard neutre. « Que entends-tu par vrai travail ? » ?»« Tu sais, porter de lourdes charges, creuser des trous, transpirer. » Marc haussa un sourcil. « Je dirige une multinationale, » répliqua-t-il. Lily hocha la tête, peu impressionnée. « Donc non ?» Henri laissa échapper un petit rire en se dirigeant vers le côté de la maison. « Tu as de la chance, gamin, » dit-il en s'adressant à Marc. « On a du vrai travail pour toi d'ici midi. » Marc se retrouva à repenser toute son existence. La première tâche avait été simple, aider Henri à empiler du bois de chauffage. Ce qui paraissait aisé de loin se révéla être un véritable exercice d'endurance, les bûches étaient denses, le soleil implacable, et ses muscles, habitués aux costumes sur mesure et aux salles de conseil, se rebellaient. Lily, perchée sur un seau renversé à proximité, commentait ça et là. « Tu es plutôt mauvais à ça, tu sais. » Marc posa une bûche sur la pile, ignorant le regard amusé dans les yeux de Lily. « Je ne me souviens pas avoir demandé un avis, » rétorqua-t-il. Lily sourit malicieusement. « Je dis juste que tu as l'air de t'évanouir d'un moment à l'autre. » « Je vais bien, » répliqua-t-il, sur lequel Lily lança un regard conspirateur vers Henri. « Il va bien, probablement. » Le temps passa lentement, le rythme de la campagne contrastant avec la cadence effrénée de Paris. Henri travaillait à son propre tempo, s'arrêtant parfois pour partager des anecdotes, des souvenirs anciens liés à cette terre, une histoire que le béton et l'acier ne pouvaient raconter. « Cette maison appartient à ma famille depuis 3 générations, » confiait-il en réparant une section de clôture, pièce par pièce, comme son père l'avait fait avant lui. Marc écoutait, ses mains concentrées sur le poids du bois, la sensation des clous entre ses doigts, et l'étrange mais rassurante sensation de travailler de ses mains. Lily, quant à elle, ne manquait pas d'ajouter ses propres récits. « Tu veux entendre quelque chose de flippant ?» demanda-t-elle en se penchant sur la clôture pendant que Marc enfonçait un clou. « Pas vraiment, » répliqua-t-il. « Une fois, j'ai vu un coyote derrière la maison. C'était comme un fantôme, » dit-elle d'un ton solennel. Marc ne marqua aucun arrêt, mais jeta un regard de côté. « Un coyote fantomatique, » répliqua-t-il. Lily hocha la tête gravement. « Il m'a regardé, puis il a disparu dans les airs. »« Il a simplement pris ses jambes à son cou, » rétorqua Marc. Lily ricana. « C'est ce que raconte grand-père, mais tu n'étais pas là pour voir la façon dont il m'a fixé. » Marc esquissa un sourire en coin. « Terrifiant, j'imagine. »« Tu crois aux fantômes ?» demanda-t-elle soudain. « Non. » « Et toi, aux aliens ?» Marc soupira. « Je parie que tu crois aux impôts, » continua-t-elle en fronçant le nez. Il lui lança un regard impassible. « Je les paie. » Lily poussa un soupir dramatique. « Quel ennui !» Henri, gloussant doucement depuis la cuisine, secoua la tête. « Arrête de taquiner, Lily. »« Je n'en fais pas trop, » répliqua-t-elle en descendant de la clôture. « Je fais juste des investigations. » Marc retourna à son travail, secouant la tête, elle était vraiment unique. Lorsque le soleil commença à décliner, il se sentit épuisé d'un coup, d'une fatigue qu'il n'avait pas connue depuis des années. Ce n'était pas l'épuisement habituel des réunions interminables ou le poids des responsabilités, mais une douleur osseuse, le rappel que son corps existait bel et bien au-delà des salles de conseil. Henri s'étira en dépoussiérant ses mains. « Ça suffit pour aujourd'hui, tu as bien travaillé, » dit-il. Marc acquiesça, plus doucement cette fois. « Merci, Lily » lança-t-il à mi-voix. Lily, toujours la critique, répondit d'un air espiègle, « Tu t'en es sorti. »
Eh bien, merci, répliqua Théil avec un demi-sourire. Ensemble, ils regagnèrent la maison, alors que la fraîcheur du soir s'installait et que la campagne s'étendait, vaste et silencieuse, sous un ciel peint de nuances d'ambre et de violet. Pendant longtemps, Marc avait cru que le silence n'était que l'absence de bruit, mais ici, il commençait à le percevoir comme autre chose, quelque chose qui ressemblait étrangement à la paix. La soirée demeurait, le ciel marqué par les dernières lueurs du coucher, un doux halo doré enlacé par l'obscurité imminente des nuages. L'air sentait la terre humide, l'empreinte persistante de l'orage de la nuit précédente. Henri se tenait sur le porche arrière, essuyant ses mains avec un chiffon avant de le jeter par-dessus son épaule, ses gestes lents et assurés, ceux d'un homme en harmonie avec la terre plutôt qu'en lutte contre elle. « Allez, Marc, dit-il en pointant du doigt l'arrière-propriété, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » Marc, qui s'appuyait contre la rambarde, croisa les bras et se redressa légèrement. « Qu'est-ce que c'est » Henri ne répondit pas immédiatement, il descendit du porche, menant le chemin vers la lisière des arbres. Marc hésita un instant avant de le suivre. Le sentier était étroit, par endroits envahi par la végétation, là où la nature reprenait ses droits sur ce qui avait jadis été foulé par des pas réguliers. Le sol était doux sous ses chaussures, l'odeur de l'herbe mouillée emplissait l'air frais du soir, et des lucioles clignotaient paresseusement dans les sous-bois, comme de minuscules braises entre les arbres. Henri resta silencieux et Marc se contenta de marcher, observant tantôt le feuillage au-dessus, tantôt la silhouette calme de son compagnon. Ce n'est qu'en atteignant une clairière que Henri s'arrêta brusquement. « Juste ici », dit-il en écartant quelques feuilles mortes d'un coup de pied. Marc baissa les yeux, et son souffle se coupa, une petite pierre tombale, usée par le temps et les éléments, se dressait, en partie dissimulée par de hautes herbes. L'inscription y était sobre, sans fioriture. « Aelia Walker. Bien-aimée mère. » Son esprit se brouilla. « Tu es surpris ? Si oui, laisse un commentaire en écrivant cookies. » Son pouls, habituellement si mesuré, vacilla. L'air semblait trop lourd, les arbres soudain trop proches. Ce n'était pas possible ? Cela devait appartenir à quelqu'un d'autre. Henri, remarquant l'arrêt brutal de Marc, s'agenouilla à côté de la tombe, arrangeant un petit bouquet de fleurs sauvages reposant à sa base. « Qui est-elle ? Ta fille ? Elle est apparue ici un soir, il y a 10 ans, murmura Henri, sa voix à la fois basse et empreinte d'un respect presque sacré. Trempée jusqu'aux os, malade, j'ai cru un instant qu'elle tiendrait le coup, mais elle était déjà trop affaiblie. Quand la fièvre s'est déclarée, je n'ai plus rien pu faire. » Marc fixa la pierre tombale dont les mots se brouillaient sous l'effet du temps, ses mains froides malgré la chaleur du soir. Elle ne m'en a pas dit beaucoup, mais je sentais que quelque chose la tourmentait, la regardait avec la certitude qu'elle ne verrait jamais son enfant grandir. Le nom d'Amélia, murmuré à peine, revenait en écho. Amélia, mon Amélia, ma femme. Le nom qu'il avait tenté d'oublier, de noyer sous des années de travail et de silence. Mais elle n'était pas partie, elle n'avait pas choisi de l'abandonner. Elle était morte seule, et la fille dont il ignorait l'existence avait grandi ici, dans cette maison, riant, taquinant, vivant juste devant lui. Ses doigts se crispèrent en poing, il avait besoin d'air, de réfléchir, mais tout ce qu'il entendait, c'était la voix douce d'Henri, toujours sereine, inconsciente de la tempête qui faisait rage en lui. Elle avait une telle bonté, dit Henri, même dans la douleur, même à la fin. Marc ferma les yeux quelques instants, et quand il les rouvrit, la pierre tombale était toujours là, le nom toujours inscrit, immuable, comme si rien n'avait changé, si ce n'était tout. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis exigu, Marc resta éveillé, fixant la pluie recommencer à tomber. Il pouvait encore entendre la voix d'Henri. Dans sa tête, les détails se rejouaient encore et encore, le forçant à reconstruire un passé dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Sa femme était morte ici, sa fille avait grandi ici, et sa mère lui avait menti. Sa main tressaillait à ses côtés, son souffle était trop lent, trop contrôlé, car s'il relâchait ne serait-ce qu'une seconde, il n'était pas sûr de pouvoir s'empêcher de se déliter. Une décennie, il avait passé 10 ans à croire un mensonge, et maintenant, en fixant le plafond d'une maison où il n'aurait jamais dû poser le pied, il savait qu'il découvrirait la vérité. Le matin était lourd de silence, non pas du genre paisible qui s'était installé sur Montmirail durant ses premiers jours ici, mais quelque chose de plus pesant, de plus pressant. La pluie était passée, laissant le monde humide et frais, la brume s'enroulant le long de la lisière des arbres. Marc était assis à la petite table en bois de la cuisine, fixant sa tasse de café intacte. En face de lui, Henri sirotait la sienne, le grincement de la chaise sur le sol étant le seul son rompant le calme.
Il avait passé la nuit à courir après un sommeil qui ne venait jamais, son esprit revenant sans cesse à la tombe, aux noms gravés dans la pierre, aux années perdues entre hier et aujourd'hui. Il aurait dû partir aujourd'hui, sa voiture serait bientôt réparée et les obligations de sa vie, sa société, ses réunions, son existence contrôlée et structurée l'attendaient. Mais il n'y avait pas de départ, pas encore. Raconte-moi encore d'elle, dit-il enfin, d'une voix posée mais pas entièrement la sienne. Henri ne sembla pas surpris, au contraire, c'était comme s'il avait attendu la question. Pas grand-chose à raconter, dit Henri en posant sa tasse. Elle n'a jamais dit d'où elle venait, n'a jamais révélé son nom de famille, juste qu'elle était seule et effrayée. Les doigts de Marc se crispèrent sur le bord de la table. Et elle n'a jamais parlé de personne, ajouta-t-il, sa voix trop mesurée, trop contrôlée. Henri expira en se frottant l'arrière du cou. Juste, le bébé, comme ça, c'était la seule chose qui comptait. Marc avala difficilement, repoussant le poids dans sa poitrine. Il resta silencieux longtemps, puis, comme s'il se souvenait soudain de quelque chose, Henri se leva et traversa la pièce, ouvrant un placard près du garde-manger. À son retour, il portait une vieille boîte en bois, dont la surface, polie par le temps, témoignait de son âge. Il la déposa devant Marc. Elle n'avait pas grand-chose, dit-il, mais elle a laissé ça. Marc hésita avant de soulever le couvercle. À l'intérieur, reposant sur un tissu plié, se trouvait un collier. Son souffle se coupa, c'était le sien, une simple chaîne en argent avec un petit pendentif, une gravure délicate de leurs initiales entrelacées. Ses mains se crispèrent sur la boîte, ses jointures blanchissant. Le monde se rétrécit, tout s'estompait, sauf la sensation du métal frais sous ses doigts, le poids insupportable du souvenir s'abattant sur lui d'un coup. Je le lui avais offert lors de notre premier anniversaire. Elle le portait chaque jour jusqu'au jour où elle a disparu. Il n'y avait plus de déni, ni de justification en tant que simple coïncidence. Amélia avait été ici, et elle est morte ici, gronda-t-il, la mâchoire serrée. Mais avant qu'il ne puisse parler, Henri plongea à nouveau la main dans la boîte et en retira une lettre, scellée et jaunie par le temps. Elle a laissé ça pour Lily, dit-il. C'était pour quand elle serait plus âgée. Marc fixa l'enveloppe. Le nom était écrit de la main d'Amélia, douce, soigneuse, familière. Lily. Le poids dans sa poitrine s'approfondit, pressant contre ses côtes comme un étau. Elle savait qu'elle ne survivrait pas, qu'elle savait que sa fille grandirait sans elle, et pourtant, elle a laissé quelque chose derrière elle. Il voulait l'ouvrir avec désespoir, mais ce n'était pas pour lui. C'était pour Lily. Marc déglutit difficilement, sa voix plus basse qu'avant. Est-ce qu'elle le sait? Henri secoua la tête. Pas encore. J'ai pensé que je lui donnerais quand le moment serait venu. Marc expira en se penchant en arrière sur sa chaise. Il avait passé des années à penser qu'il savait pourquoi Amélia était partie, mais elle n'était jamais partie, on l'avait enlevée, et maintenant il devait savoir qui avait fait cela. Ses mains se fermèrent en poing, le métal lisse du collier mordant encore dans sa paume. Il n'oubliera pas Montmirail tant qu'il n'aura pas la vérité. Paris paraissait différent désormais, ou peut-être était-ce Marc qui avait changé. La silhouette de la ville, autrefois symbole de son contrôle, se dressait maintenant au-dessus de lui telle une prison de verre et d'acier. Les rues fourmillaient de vie, les voitures klaxonnaient, les gens se précipitaient vers des destinations qui semblaient soudain dénuées de sens comparées au passé qu'il avait découvert. Il avait passé une décennie à vivre dans cette ville, aveugle à la vérité qui se cachait dans une petite bourgade, à des kilomètres de là. Marc était assis à l'arrière de sa voiture, les lumières de la ville se mêlant aux vitres teintées, ses mains reposant sur la vieille boîte en bois que Henri lui avait donnée, le collier toujours à l'intérieur, sa présence pesante. Il avait passé un appel dès qu'il avait quitté Montmirail, à l'enquêteur le plus compétent qu'il ait pu trouver. Des jours plus tard, les réponses arrivaient. Le bureau était petit, niché entre des immeubles de grande hauteur, le genre d'endroit destiné à la discrétion. L'enquêteur, Cole Matthews, était déjà assis lorsque Marc entra, un dossier épais sur le bureau entre eux. Rapide, dit Marc en s'asseyant, sa voix posée mais son pouls tambourinant. Rapide, répondit Cole en ouvrant le dossier, son expression indéchiffrable. Tu paies bien pour la rapidité. Le regard de Marc tomba sur la première page, un dossier hospitalier. Cole tapa du doigt sur celle-ci. Elle est allée à l'hôpital Saint-Augustin la veille de l'accouchement. Elle est entrée seule aux urgences. Elle était déjà en mauvais état, mal nourrie, fiévreuse, mais on l'a repoussée. Le souffle de Marc se figea. Pourquoi? Pas d'assurance, pas de pièce d'identité. Elle n'avait rien, si ce n'est les vêtements qu'elle portait, et Saint-Augustin. Eh bien,
ils ne sont pas vraiment connus pour leur générosité envers les cas de charité. Mark fixa le papier. Elle était ici, dans cette ville, en train de mourir seule, alors qu'il était assis dans son appartement de standing, croyant qu'elle l'avait abandonné. Son estomac se noua, une colère sourde et lente montait en lui. Cole poursuivit. Elle a quitté l'hôpital et n'y est jamais retournée. Personne ne sait exactement comment elle a fait pour arriver à Montmirail, mais elle devait être désespérée. Elle a probablement fait du stop ou marché aussi longtemps qu'elle a pu avant de s'effondrer. Mark serra la mâchoire, ses doigts appuyant sur le bord du bureau. Ça n'a pas de sens. Elle avait de l'argent, dit-il d'une voix tendue. Je m'en suis assuré. Cole hocha la tête. C'est là que ça devient intéressant. Il tourna la page, révélant un relevé bancaire. 2 jours avant son admission à l'hôpital, ses comptes étaient vidés. Les sourcils de Mark se fronçaient. Par qui? Cole serra les lèvres avant de sortir un autre document, un formulaire de procuration légale. Mark le prit, son estomac se tordant en voyant la signature en bas. Ashley Evans, sa mère. Sa prise sur le papier se resserra. Elle a fait déclarer Amelia inapte mentalement pendant que tu étais absent, afin de la couper de tout de tes comptes, de ta maison, de ta vie. Elle a simplement pris l'argent. Elle a effacé son existence. Mark sentit quelque chose se briser en lui, une décennie à croire qu'Amelia avait choisi de partir, une décennie à penser qu'elle était partie sans un mot. Mais non, elle n'était pas partie, elle avait été effacée, et sa mère l'avait fait. Sa poitrine se serra, la rage coulait dans ses veines comme un incendie. Il s'était fait jouer, manipuler, mentir, et à cause de cela, Amelia était morte seule tandis que sa fille grandissait en pensant qu'elle n'avait jamais été désirée. Le silence dans la pièce était assourdissant. Mark posa le papier avec une lenteur délibérée. Combien de temps savait-elle? Cole expira. D'après ce que je peux dire, avant même qu'Amelia ne tombe enceinte, elle devait planifier cela depuis un moment. Dès qu'elle a su qu'elle portait ton enfant, elle est devenue un problème qu'il fallait régler. Mark sentit sa mâchoire se bloquer. Sa mère n'avait jamais voulu d'un petit enfant, du moins, pas un qui ne s'intégrerait pas dans la lignée soigneusement établie qu'elle avait imaginée, pas une fille, pas quelqu'un qui pourrait affaiblir le nom Evans. Ashley avait orchestré la destruction de notre famille, sachant exactement ce qu'elle faisait, et sans jamais se retourner, dit Mark en se forçant à respirer. La colère est inutile sans action. Trouve le médecin qui l'a repoussé, dit-il d'une voix plate. Trouve le conseil d'administration de l'hôpital, trouve quiconque savait et n'a rien fait. Cole hocha la tête. Et ta mère? Le regard de Mark se durcit. Je m'en occuperai moi-même. Le domaine des Evans se trouvait à la périphérie de la ville, un manoir de marbre froid et de perfection soignée, une forteresse construite non pour protéger, mais pour isoler. De hautes grilles de fer se dressaient devant Mark alors que sa voiture s'arrêtait lentement. Cet endroit n'a jamais été un foyer. C'était une leçon d'obéissance, de contrôle, et maintenant il apparaît pour ce qu'il est vraiment, une prison dorée édifiée par une femme qui n'a jamais vraiment aimé personne d'autre qu'elle-même. Il sortit, les épaules carrées, les poings serrés sur les côtés. L'air du soir était vif, imprégné de l'odeur de la pierre humide et des haies taillées. La maison était exactement comme il l'avait laissée toutes ces années auparavant, grandiose, immaculée, sans vie. Mark monta les marches, ses pas délibérés et lourds, le poids d'une décennie de mensonges pressant contre sa poitrine. Le majordome n'eut guère le temps d'ouvrir la porte avant que Mark ne fende l'entrée, sa présence tranchant le silence de la maison. Où est-elle? Sa voix était froide, contrôlée. Un moment d'hésitation, puis... Dans le salon, bien sûr, le salon où elle recevait ses invités, maniant le charme tel une lame, veillant à ce que chacun voie exactement ce qu'elle voulait qu'on voie. Une femme parfaite, une mère parfaite, un mensonge parfait. Il parcourut les couloirs, passant devant des portraits de ses ancêtres, hommes et femmes qui avaient bâti l'empire Evans sur le pouvoir et la précision, sur la richesse et la rudesse. Il se demanda combien d'entre eux avaient arpenté cette même maison, orchestrant des trahisons avec la même facilité que sa mère. Mark entra dans le salon. Ashley Evans était assise dans son fauteuil habituel, toujours impeccable, blouse en soie, pantalon tailleur, aucun cheveu blond ne dénotant. Elle semblait inchangée, intemporelle, comme si elle n'avait pas passé les 10 dernières années en monstre caché en pleine vue. « Mark, dit-elle doucement en posant sa tasse de thé, je ne m'attendais pas à te voir. » Il ne s'assit pas. « Alors tu aurais dû, répliqua-t-elle, inclinant légèrement la tête en l'étudiant. Toujours l'observateur, j'imagine? Tu as dû aller à Montmirail. » Mark sentit son souffle se bloquer. C'était cela. Pas de prétention, pas de confusion feinte, elle savait déjà.
La mâchoire se serra. Tu lui as tout pris, dit-elle. Ashley expira, posant ses mains sur ses genoux. Je t'ai protégé de ce qui? Sa voix fut tranchante, perçant le calme tel une lame. De ma propre femme? De ma fille? Son regard demeurait fixe, impassible, dénué de faiblesse. Mark sentit sa poitrine se contracter. De la faiblesse, dit Ashley calmement. Tu sais, elle n'était jamais destinée à faire partie de cette famille. Tu sais qu'elle était fragile, instable. Cet enfant, elle laissa échapper un petit ricanement, secouant la tête. N'était jamais censé naître. Mark se mit en colère, ses mains se refermant en poing, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Tu l'as fait déclarer inapte mentalement. Tu l'as coupée de tout, veillant à ce qu'elle n'ait aucun refuge, nulle part où se tourner. Sa voix tremblait, non plus d'incertitude, mais de rage. Tu l'as laissée mourir. Tu l'as laissée mourir seule, tandis que moi. Mark déglutit, la voix rauque. Tandis que je pensais qu'elle m'avait abandonné. Ashley soupira, comme épuisée par ses accusations. Écoute-moi, cette femme, son nom était Amelia. Ashley cligna à peine des yeux. Amelia n'était pas faite pour être ta femme, et certainement pas pour élever un héritier Evans. Elle était ma femme, Mark, grogna-t-il. Elle était ma famille. Le regard d'Ashley se durcit. Tu as toujours été trop sentimentale, dit-elle froidement. C'est pour ça que j'ai dû prendre des décisions difficiles pour toi. Mark laissa échapper un rire aigu, creux et amer. Sentimental, c'est ce que tu appelles aimer, prendre soin, être humain? Tu crois que j'avais besoin d'être protégé? Sa voix était basse, dangereuse. Tu pensais me rendre service en me faisant haïr cette femme pendant une décennie, pendant que ma femme mourait dans la douleur et l'impuissance? Ashley releva la tête. Tu es là maintenant, n'est-ce pas? Puissant, tout ce que j'avais voulu pour toi, tout ce que tu étais censé être. Aurais-tu pu arriver ici si tu avais passé ta vie à jouer au foyer avec cette femme et son enfant maladif? Mark sentit son estomac se nouer. Cet enfant maladif est ma fille, balbutia-t-il, la voix tremblante de colère à peine contenue. Ashley haussa légèrement les épaules, indifférente. Une fille qui ne sera jamais assez forte pour faire avancer cette famille. Quelque chose en Mark se brisa. Il avait passé des années à chercher les mauvaises réponses, à croire aux mauvaises choses. Il avait laissé cette femme le façonner, lui dicter les règles de sa vie, mais elle avait échoué, car maintenant il la voyait telle qu'elle était. Tu es une mère misérable, une excuse pathétique pour une mère, dit-il, la voix froide comme l'acier. L'expression d'Ashley ne changea pas, mais il y avait quelque chose, une lueur, une fissure dans son armure. Mark expira lentement, reculant. Il n'avait plus rien à lui dire. Il se tourna et se dirigea vers la porte. Ashley, sa voix le suivit. Tu regretteras cela, Mark. Un jour, tu verras que j'avais raison. Il s'arrêta un instant, puis, sans se retourner, dit. Non, je regretterai d'avoir jamais cru en toi. Et sur ces mots, il partit. Il ne claqua pas la porte, n'ayant jamais prévu de revenir. La route s'étirait devant lui, serpentant à travers des champs encore scintillant des dernières gouttes de rosée matinale. Le ciel au-dessus de Montmirail était ouvert, infini, un contraste saisissant avec les tours d'acier et de verre qu'il avait laissés derrière lui à Paris. Pour la première fois depuis longtemps, Mark n'avait pas l'impression de retourner pour une affaire ou une obligation. Il retournait vers quelque chose qui comptait. Lorsque sa voiture s'engagea sur l'allée de gravier, la maison en bois familière apparut, et là, dans la cour, Lily courait pieds nus sur l'herbe en riant, pourchassant un papillon errant, ses cheveux dorés rebondissant à chaque foulée, attrapant la lumière du soleil. Mark serra un peu plus fort le volant. Elle ressemblait tant à Aelia. La porte moustiquaire grinça en s'ouvrant et Henri apparut sur le perron. Leurs regards se croisèrent, et pendant un bref instant, ils se regardèrent simplement. Deux hommes se tenaient aux extrémités opposées d'une même vérité. Henri hocha la tête une fois, une invitation silencieuse. Mark expira et descendit de la voiture. Les deux hommes s'assirent sur le perron, des tasses de café reposant sur la rambarde en bois patiné. L'air était lourd de motus. Henri fut le premier à rompre le silence. « Je suppose que tu sais tout maintenant. » Mark hocha lentement la tête, fixant sa tasse de café comme si elle détenait les réponses qu'il n'avait pas encore trouvées. « Je sais, dit-il, la voix plus calme que d'habitude. » Henri soupira, changeant de position dans sa chaise. Ce n'était qu'une question de temps. Mark jeta un coup d'œil à Henri, étudiant les lignes profondes marquant son visage, celles issues d'années de sacrifice, du choix de l'amour plutôt que de la facilité. « Pourquoi ne lui as-tu jamais dit ?» demanda Mark. « Pourquoi ne lui as-tu jamais dit d'où elle venait ?»
Henri prit une longue gorgée de café avant de répondre. Parce qu'elle n'avait jamais besoin de connaître la douleur de se sentir indésirable, pas quand elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin ici. Il jeta un regard vers la cour où Lily jouait encore, inconsciente de la conversation qui se déroulait à quelques mètres d'elle. Elle avait un toit, elle avait de l'amour, elle avait une maison. Quel intérêt y avait-il à lui dire la vérité, si tout ce que cela faisait, c'était lui causer de la peine? Marc avala difficilement. Je comprends maintenant. Henri avait fait ce que Marc avait échoué à faire pendant 10 ans. Il l'avait protégée, non par la force ou le contrôle, mais par l'amour. Marc posa sa tasse, se reprenant pour la suite. Je veux l'emmener avec moi, dit-il, sa voix mesurée. De Paris, pour lui offrir la vie qu'elle aurait dû avoir. Henri ne réagit pas immédiatement, se contentant de fixer l'horizon, regardant Lily cueillir des fleurs sauvages, complètement inconsciente du poids de la conversation qui façonnait son avenir. Quand il parla enfin, sa voix était posée. Tu peux lui donner des choses que je n'ai jamais pu lui offrir, un avenir, une véritable éducation, des opportunités. Mais ce qu'elle a ici, ça ne se remplace pas. Marc hocha la tête. Il savait qu'il avait passé sa vie entouré de richesses, mais pour la première fois, il comprenait que l'argent ne pouvait pas acheter ce que Henri avait construit ici, un foyer, une famille. Je ne la prendrai pas loin de toi, dit Marc après une longue pause. Je ne la forcerai à rien, mais elle mérite de connaître la vérité, et elle mérite le choix. Henri expira lentement par le nez. Alors, nous lui dirons ensemble. Ils trouvèrent Lily assise, jambes croisées sur le perron, tressant des fleurs sauvages avec une concentration silencieuse. Elle leva les yeux en les voyant s'approcher, clignant, surprise par leurs expressions solennelles. « Pourquoi ces visages sérieux ?» demanda-t-elle en penchant la tête. « J'ai fait quelque chose ?» Marc s'agenouilla devant elle, hésitant un instant avant de fouiller dans sa poche. Ses doigts se refermèrent sur le collier, celui qu'Amélia avait laissé. Il le plaça délicatement dans sa paume. Lily fronça les sourcils, effleurant du bout des doigts le pendentif délicat. « Qu'est-ce que c'est ?» Marc déglutit, la voix étranglée par l'émotion. Il appartenait à ta mère. Elle cligna des yeux, levant le regard vers lui, puis vers Henri, et enfin de nouveau vers lui. « Ma mère ?» Sa voix était faible, prudente, mais... « Papy a dit, » dit Henri en posant une main sur son épaule d'un ton tendre. « Il est temps que tu saches, Lily. » Marc prit une grande inspiration. Il n'y avait aucun moyen facile de le dire. « Je suis ton père, Lily. » Lily le regarda, les mots peinant à s'imprégner, puis éclata de rire, secouant la tête. « Très drôle, dit-elle en me renvoyant le collier. » Marc ne bougea pas. « Je ne plaisante pas. » Le sourire de Lily s'estompa, son regard oscillant entre lui et Henri, cherchant une explication, une astuce, quelque chose qui ait du sens. « Tu mens, dit-elle, la voix plus basse. » Henri s'agenouilla à côté d'elle, caressant doucement son dos en traçant de lents cercles. « Non, ma chérie, ce n'est pas le cas. » Lily se figea, regardant Marc. « Tu es ma... » Sa voix se brisa. Marc hocha la tête. « Ta mère, Amélia. Elle était ma femme. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Je ne savais rien de toi, mais maintenant, je sais. » Lily se recroquevilla, se serrant contre elle-même, essayant de se faire plus petite. « Mais pourquoi ? Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher plus tôt ?» Le cœur de Marc se serra face à la trahison silencieuse dans sa voix. « Parce que je n'ai pas eu le choix, expliqua-t-il. » Lily secoua la tête, ses petites mains se refermant en poing. « Non. » Elle se leva précipitamment et recula, les larmes montant à ses yeux. « Tu n'es pas. Papy, c'est ma famille, c'est lui qui m'a élevé. » Henri resta calme, sa voix douce. « Et je le serai toujours, ma chérie. » Lily le regarda, désespérée, cherchant une réponse qui ferait disparaître tout cela. Marc voulut la prendre dans ses bras pour lui dire que tout irait bien, qu'il n'était pas là pour lui enlever quoi que ce soit, mais ces mots semblaient trop lourds, trop tard. Alors Henri s'agenouilla, la prenant dans ses bras. « Ma chérie, dit-il doucement, cela ne signifie pas que tu dois me quitter, mais Marc, c'est ton père, et tu mérites de le connaître. » Lily sanglota contre son épaule, de petits sanglots étouffés. « Je ne veux pas partir, murmura-t-elle. » Marc serra les poings contre ses côtés. Henri embrassa le haut de sa tête. « Je sais, ma fille, mais écoute-moi, je t'aime et je t'aimerai toujours, mais cet homme t'aime aussi et il veut te donner le monde. » Lily renifla, regardant Marc à travers ses larmes. « Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Marc hocha la tête, la voix épaisse d'émotion. « Plus que tout. » Après un long moment de silence, Lily tendit timidement la main et la saisit, sa petite main chaude et confiante malgré la peur. «
Marc sentit quelque chose changer en lui, quelque chose longtemps enfoui retrouvant enfin sa place. Lily s'essuya les yeux en reniflant. « Est-ce que je pourrais encore voir papy ?» Marc hocha la tête. « Autant que tu le voudras. » Lily prit une profonde inspiration, puis murmura enfin. « D'accord. » Et, ainsi, Marc lut pour la première fois en 10 ans quelque chose de réel. Paris était trop grand, pensa Lily en regardant par la fenêtre de la voiture, ses petites mains pressées contre le verre froid. Tout était trop grand, trop bruyant, trop rapide. Les gens marchaient comme s'ils couraient après un temps invisible, les voitures se déplaçaient en groupes serrés et impatients, et le ciel n'était pas aussi ouvert qu'à la maison. Le ciel semblait plus petit ici. Marc l'observait depuis le siège du conducteur, remarquant le regard de Lily qui passait d'une vue inconnue à l'autre. Elle avait à peine parlé depuis leur départ de Montmirail, elle se tenait toujours repliée sur elle-même, encore incertaine. Il ne pouvait lui en vouloir. Arrivée au parking souterrain de son immeuble, elle parla enfin, d'une voix faible mais ferme. « Je n'aime pas cet endroit. » Marc la regarda, les mains dans ses poches, incertain de la manière de procéder. Il avait l'habitude de négocier, des salles de conseil, de résoudre les problèmes avec logique et argent, mais rien de tout cela ne fonctionnait ici. Il avait passé sa vie à bâtir quelque chose d'inébranlable, et maintenant il essayait de construire quelque chose de fragile et inconnu. Après une longue pause, il s'éclaircit la gorge. « Tu as faim ?» Lily secoua la tête. « Tu veux voir ta chambre ?» Marc expira par le nez en se frottant la mâchoire. « Ça va prendre du temps. » Il jeta un regard autour de lui, réalisant pour la première fois combien cet endroit devait sembler froid pour elle. Amélia aurait détesté cela, elle parlait toujours de la nécessité qu'un foyer soit habité, qu'il montre des signes de vie, de personne, d'amour. « Tu n'as rien à faire que ce que tu veux. Prends ton temps, dit-il enfin. Lily ne répondit pas, mais ne se retira pas non plus. Les premiers jours furent maladroits. Lily refusa d'aller ailleurs que dans sa chambre, que Marc avait aménagée avec des livres, des jouets et tout ce qu'il pensait qu'une fillette de 10 ans pourrait aimer, mais il était évident qu'elle ne se souciait guère des choses coûteuses. Ce qu'elle regrettait, c'était Henri, elle regrettait les vastes champs, le son du vent dans les arbres, le grincement du perron sous ses pieds nus. Paris était trop propre, trop poli, trop étouffant. Marc ne la pressa pas, la laissant dans son silence, lui permettant de manger à son propre rythme, de se promener dans l'appartement tel un fantôme, même si le silence était plus lourd qu'il ne l'avait imaginé et qu'il le détestait. Un soir, il la trouva assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Il hésita avant de s'approcher, incertain de l'espace à lui laisser. « Tu sais, je m'asseyais souvent là quand j'ai emménagé ici, » dit-il d'une voix prudente. Lily ne répondit pas, mais il la vit jeter un coup d'œil furtif. Marc s'appuya contre le cadre de la fenêtre, observant la ligne d'horizon. Paris était différent quand je suis arrivé. Je me sentais moi aussi étranger. Lily fronça légèrement les sourcils, sceptique. Mais c'est ta maison, non ? Marc hésita. C'est là où je vis, admit-il, mais une maison, c'est autre chose. Elle se retourna, repliant ses genoux contre sa poitrine. Henri me manque. Le cœur de Marc se serra. Je sais, murmura-t-il. Le silence s'étira entre eux, mais il n'était pas aussi lourd cette fois. Hésitante, Lily reprit la parole. « Est-ce que tu regrettes ma mère ?» Marc avala, chaque seconde comptant. « Oui, chaque jour, chaque seconde, » dit-il doucement. Lily traça un cercle sur la vitre de son doigt. « C'était comment, ta mère ?» Marc expira lentement, le cœur serré par les souvenirs. C'était une personne qui rendait chaque lieu chaleureux. Lily resta silencieuse, laissant ses mots s'imprégner. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne semblait pas vouloir disparaître. Les barrières entre eux ne se brisaient pas d'un coup, mais par de petits moments qui construisaient quelque chose de réel. Un soir, Marc rentra et trouva Lily recroquevillée sur le canapé, feuilletant un livre. C'était modeste, mais c'était un progrès. Le lendemain, elle demanda timidement si elle pouvait appeler Henri. Marc ne tarda pas à préparer le dîner un soir de simples sandwichs au fromage grillé. Lily le regarda comme s'il avait commis un crime. « Tu sais vraiment cuisiner ? Ne sois pas étonné, c'est juste étrange, » dit-elle en prenant une bouchée. « Les riches ne cuisinent pas, » Marc ricana en secouant la tête. « Eh bien, celui-ci sait. Quand elle rit vraiment, et quelque chose en lui se dénouait. Ils apprenaient, lentement, douloureusement, mais ils apprenaient. Un soir, alors que Marc terminait son travail dans son bureau, un léger coup se fit entendre à la porte. Il se tourna pour voir Lily se tenir là, se déplaçant maladroitement. « Et » dit-il en posant son stylo. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle hésita,
puis entra et s'assit sur le bord de son bureau. Elle resta silencieuse un moment, puis, d'une voix douce et hésitante. « Tu vas partir aussi ?» Mark se figea. Lily baissa les yeux, ses mains se tordant sur ses genoux. « Maman est partie. » Puis, la voix d'Henri, tremblante. « Tu vas partir aussi ?» Mark sentit quelque chose se briser en lui. Il se mit à genoux devant elle pour être à hauteur de ses yeux. « Lily, dit-il d'une voix ferme et inébranlable, je ne te quitterai jamais. » Elle chercha dans son visage des fissures, des signes d'incertitude, mais il n'y en avait aucun. « Tu le promets ?» Elle murmura. « Je te le promets. » Et cette fois, quand elle attrapa sa main, elle la serra un peu plus fort. La route vers Montmirail était désormais familière. Les virages jadis étrangers, les étendues interminables de verdure, les clôtures en bois longeant la route, Lily les avait mémorisées. Elle était assise sur le siège passager, la tête reposant légèrement contre la vitre, ses yeux suivant chaque repère familier. Mark, au volant, sentait la tension qui pesait sur elle lors de leur premier voyage à Paris s'estomper, bien qu'une chose restât indéfinissable. Henri était déjà sur le perron quand ils arrivèrent. Lily sortit de la voiture avant même que Mark n'éteigne le moteur, ses pieds touchant à peine le sol avant de courir pieds nus, comme toujours, droit dans les bras de Henri. Mark observa Henri soulever Lily légèrement du sol, son rire résonnant dans l'air. « Tu m'as manqué, hein ?» Henri sourit. Lily cacha son visage contre son épaule un instant, sa voix étouffée. Mark comprit ce qu'elle voulait vraiment dire. Mark se pencha sur la voiture pour les observer, ressentant ce mélange étrange de gratitude et de regret qui l'avait accompagné depuis le jour où Lily avait accepté de partir. Henri rencontra le regard de Mark au-dessus de la tête de Lily et hocha la tête en silence, un accord tacite confirmant qu'en dépit de tout, ils avaient réussi à construire quelque chose de juste, quelque chose d'authentique. Dans la maison, l'odeur du bois, la chaleur et une légère trace de café d'Henri emplissaient l'air. Elle était plus modeste que Mark ne s'en souvenait, ou peut-être était-il simplement habitué aux espaces ouverts et aseptisés de son Pentouse. Mais ici, Lily était elle-même, sans précaution, sans retenue, sans chercher à s'intégrer dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas, elle était simplement Lily. Mark s'assit à la table de la cuisine pendant qu'Henri leur servait 2 tasses de café, comme à son habitude. « Tu as tenu parole, » dit Henri en posant la tasse de Mark devant lui. Mark hocha la tête. « Bien sûr que oui, » répondit-il. Henri l'observa longuement. Pendant un instant, avant de prendre une gorgée lente, il y avait quelque chose dans ses yeux, ni le doute, ni tout à fait l'approbation, mais une sorte de reconnaissance silencieuse. « Tu es un homme bien, Mark. » Mark cligna des yeux. Ces mots lui semblaient étrangers, comme s'ils n'avaient jamais été destinés à lui. Toute sa vie, on lui avait dit qu'il était un homme qui réussissait, fort, un leader, mais bien, c'était quelque chose qu'on ne lui avait jamais dit auparavant. Il n'était pas sûr d'y croire, mais lorsqu'Henri le prononça pour la première fois, il pensa que cela pouvait peut-être être vrai. Cette nuit-là, Lily ne resta pas à l'intérieur. Elle les convainquit d'organiser un feu de camp dans la cour arrière, sortit de vieilles couvertures, fit griller des guimauves, tout en faisant semblant de ne pas être épuisé après avoir couru toute la journée. Mark s'assit à côté d'Henri, tandis que le feu crépitait entre eux, leurs bottes ancrées dans la terre, et les étoiles s'étendaient sans fin au-dessus d'eux. Lily était en train de raconter une histoire, l'une de ces histoires sauvages et exagérées qui n'avaient aucun sens, mais qui parvenaient néanmoins à les captiver tous les deux. Puis, elle continua à agiter sa baguette de manière théâtrale, et le coyote extraterrestre disparut comme par magie. Mark esquissa un sourire. C'était un fantôme, non ? Exactement, ricana Henri en secouant la tête. Tu racontes encore cette histoire ? Lily sourit. Certaines histoires méritent d'être racontées pour toujours. Mark la regarda, sentant quelque chose de chaleureux s'installer dans sa poitrine. Pendant si longtemps, il avait cherché ce qui était perdu, mais en étant là, sous les étoiles, avec une fille qui portait le feu de sa mère et l'esprit vif de son père, et avec un vieil homme qui accomplissait ce qu'il ne pouvait pas faire depuis 10 ans, il comprit quelque chose. Tout n'était pas perdu, tout n'était pas brisé, une autre forme de famille venait de naître, et pour la première fois de sa vie, Mark Evans se sentit enfin en paix. Si ce film a touché votre cœur, laissez votre empreinte en likant et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres histoires pleines de sens avec nous. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp. Et maintenant partagez vos sentiments avec nous en nous racontant vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui aide à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra s'exprimer et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt.
Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, riches en valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!